Trouver le plaisir d'apprendre, c'est peut-être la solution pour combattre l'échec scolaire. Et vous allez voir que c'est pas du tout utopique. Il existe des méthodes formidables et très concrètes. Nous allons en parler avec Marilyn Mogin qui vient de nous rejoindre avec plein de petites choses très bizarres. Vous êtes directrice à l'école Montessori dans le 9e arrondissement à Paris. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Bonsoir. Isabelle Saporta, vous êtes notre spécialiste donc, des questions de vie quotidienne et de société. Cette semaine, la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, a proposé de rendre l'école obligatoire de 3 à 18 ans. Objectif, entre autres, réduire les inégalités entre les élèves. Mais d'abord, quel est l'état des lieux en France sur ce point? L'état des lieux, il n'est pas brillant, Thomas, parce qu'on a effectivement près de 40% des enfants, enfin des jeunes en fin de collège, qui ne savent pas bien lire, qui ont du mal à lire, 40% qui ne comprennent pas le sens de ce qu'ils sont en train de lire. Vous imaginez quand même. À la fin du collège? À la fin du collège, ils ne comprennent pas. Ils lisent, ils ont du mal à identifier le sujet de ce dont ce qu'ils viennent de lire. De comprendre. Barbara Schulz, moi, quand j'ai lu ce chiffre-là en début de journée, j'ai trouvé ça incroyable, ça me paraît énorme. Mais qu'est-ce que ça... Oui, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que voilà, vous vous retrouvez face à un texte et qu'effectivement, il y en a 20% qui annonnent complètement, qui déchiffrent difficilement, et que vous avez effectivement 40% des gamins, vous leur faites lire, ils le lisent et vous leur dites « vous avez lu ?» et alors? Et ils vous regardent avec un grand beau vide derrière les yeux. Pourquoi ils arrivent jusque-là surtout? Pourquoi? Je crois qu'on ne redouble plus aussi en France, ça ne se fait pas de redoubler, donc du coup... Alors ça, c'est vrai. Ça, c'est effectivement la dernière chose, c'est effectivement, on est plutôt contre le redoublement parce qu'on considère que ça ne fonctionne pas. Et est-ce que ce chiffre vaut pour toutes les classes socio-professionnelles? Est-ce qu'il y a une différence entre les enfants qui viennent de milieux favorisés et les enfants qui viennent de milieux défavorisés? Oui, effectivement. Hélas, plus vous venez d'un milieu défavorisé, plus c'est compliqué. Ils ont fait un truc intéressant, les scientifiques, c'est qu'ils ont essayé de regarder le niveau mondial en mathématiques. Et suivant que vous venez d'une classe favorisée ou pas. Et alors, ceux qui sont en tête, classe favorisée, classe défavorisée, c'est la Corée du Sud, qui a par ailleurs des choses à redire aussi. Mais bon, en maths, ils sont très bons. Ouais. Par contre, nous, autant les classes favorisées, on arrive 8e mondial, autant pour les classes précaires, on est 27e. Donc on est capable, finalement, en gros, les bourgeois, on les porte. Mais ceux qui viennent de milieux défavorisés, on les laisse tomber. C'est plus difficile. Voilà. Alors, est-ce qu'il ne faut pas tout simplement changer de méthode? Je vais me tourner vers Marilyn Mogin. Donc, vous êtes directrice de l'école Montessori du 9e arrondissement à Paris et vous enseignez cette méthode depuis plus de 10 ans. Mais c'est une méthode que le grand public connaît assez mal. Qu'est-ce que c'est que la méthode Montessori? La méthode Montessori consiste à travailler principalement en fonction des besoins des enfants. À la différence d'une classe, je dirais, dite traditionnelle, les éducateurs sont là pour satisfaire les besoins des enfants et non pas l'inverse. Ce ne sont pas les enfants qui écoutent la maîtresse en classe, ce sont les maîtres et les maîtresses qui vont s'adapter à la personnalité de l'élève. Donc, si un môme a des appétences pour les matières artistiques, on va l'encourager dans ce sens-là. Si un autre est plus à l'aise avec le français, ça va être le cas également? Ça va être le cas également. On travaille toujours sur les points forts des enfants. Ça, c'est aussi une des grandes différences. De façon à ce qu'une fois qu'on a confiance en soi, qu'on sait qu'on est fort dans un domaine, on peut explorer le reste. Il n'y a pas de cours magistraux? Ça n'existe pas? Alors, en classe de ce que nous, on appelle les 6-12 ans, parce qu'on regroupe les enfants par tranche d'âge. En maternelle, on a les petites, les moyennes et les grandes sections. Et en 6-12 ans, on fait des cours magistraux. Et après, l'objectif de l'éducateur est de guider l'enfant vers de la recherche et de lui donner envie d'explorer plus loin. Donc le plaisir est au centre de l'éducation, quelque part. L'intérêt, l'envie. Oui. Et c'est vrai que tout est autour des enfants. C'est-à-dire que vraiment, ils sont responsabilisés. C'est eux qui vont vers les choses. Alors que c'est vrai que nous, on est dans un truc très transcendant en France. Vous savez, il y a le professeur en chair et les élèves en face qui s'écrasent. Mais vous avez beaucoup d'élèves par classe? Alors, dans les classes de 3-6 ans, en général, c'est une trentaine d'élèves. Ah oui, quand même. Mais nous avons 2 éducateurs et un assistant. Mais alors, comment vous faites pour avoir un enseignement, on va dire, à la carte, puisque vous avez des classes communes, en quelque sorte? On ne peut pas individualiser. Vous y arrivez quand même? En 3-6 ans, tous les apprentissages sont individualisés. C'est-à-dire que chaque éducateur prend un enfant un par un, l'invite à une présentation, ce qu'on appelle présentation, c'est-à-dire, par exemple, à 3 ans, on va lui dire écoute, viens avec moi, je vais te montrer un travail. Regarde, donc, tu vas choisir des lettres. Alors, je prends la lettre, je mets toujours l'enfant sur ma gauche. Là, je lui montre. Alors, montez la lettre à la caméra, voilà. Juste en face de vous, comme ça, merci. Comme ça. Ouais. Donc, je trace une fois. Ouais. Je refais une deuxième fois.
Ensuite, j'invite l'enfant à le faire. L'enfant le fait. Et ma présentation continue jusqu'à ce que l'enfant ait envie de le faire. D'accord, donc vous accompagnez du début à la fin. Il n'y a pas de notes dans les écoles Montessori. C'est vrai qu'en France, le système de notation, c'est un serpent de mer. Et contre l'enfer des notes, on a absolument tout essayé. François Rousseau. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Contre l'enfer des notes, on a tout essayé. On va vous rafraîchir la mémoire. L'ancêtre des notes, c'était lui, le bonnet d'âne. Il date du Moyen-Âge, et le saviez-vous, c'était alors un signe d'encouragement. Mais au XVIIIe siècle, changement de braquet, le voilà réservé aux cancres. Pourquoi coupe-t-on la tête des sardines avant de les mettre en boîte? Pour ne pas qu'elles boivent l'huile. Il y avait aussi les châtiments corporels, fessées ou coups de règle sur les doigts. Puis est venu le temps de la bienveillance avec la récompense, les bons points. Vous vous souvenez? Ces petits coupons rectangulaires, ces trésors que vous conserviez dans votre boîte à bons points. Toujours pour encourager nos enfants, on a copié les Américains, avec la notation par lettres. Nous notons A, B, C, D, E. A étant la meilleure note. C'était juste après mai 68, fini la compétition. L'idée, créer des groupes de niveau. Sauf que très vite, les enseignants ont inventé les A+, E+, C-, résultat, une usine à gaz. Enfin, pour détendre encore plus nos petits, on a essayé les couleurs. Des pastilles vertes, oranges, rouges pour valoriser le degré d'effort. La méthode a le vent en poupe, 80% des écoles primaires l'utilisent. Finalement, on a gardé les notes. Pour le meilleur et pour le pire, ce bon vieux système créé il y a 125 ans, avec son pilier, la note sur 20, unique au monde, toujours discutée, jamais enterrée et qu'on adore détester. Ça nous renvoie à nos pires souvenirs. Barbara, quand vous écoutez ce qui vient d'être dit, est-ce que ça vous fait rêver? Est-ce que vous auriez aimé que vos enfants suivent un tel enseignement? Ils l'ont peut-être suivi d'ailleurs, tiens. Ils n'ont pas suivi cet enseignement-là, mais j'ai habité aux États-Unis quelques temps et ma fille était dans une école là-bas. Et c'est vrai que même si c'était une école française, les méthodes étaient légèrement différentes. C'est vrai que ça passe par la valorisation de l'enfant, on l'encourage, on trouve ce qu'il y a de meilleur en lui, ça passe toujours par là. Il n'y a pas vraiment de sanction. Et pourtant, il y avait des notes mais je trouve que l'esprit est différent, en fait. Tout le temps dans le sens de Mais même dans les cours de théâtre, vous savez, c'est pas pareil. Je veux dire, les cours de théâtre américains et français, en France, on te dit, c'est pas bien, on met le doigt sur ce qui va pas, alors qu'aux États-Unis, un acteur un peu coincé arrive, on va dire, il y a ça chez toi qui est rare et unique, on part toujours du positif. Alors il y a une chose quand même qu'il faut dire sur les écoles Montessori, même si elles ont l'air formidables, c'est qu'elles ont un prix et qu'elles coûtent cher. Il faut avoir les moyens. Une année scolaire, ça coûte entre 5 000 et 8 000 euros quand même pour les enfants. Donc malheureusement, c'est merveilleux, mais bon, tout le monde ne peut pas se payer ça, quoi. C'est ça. Je suis d'accord, mais vous savez... Parce que c'est vrai que ça fait rêver quand on vous écoute. On aurait tous aimé recevoir une éducation comme ça, quoi. Oui, mais un enfant dans l'éducation nationale vous coûte à peu près le même prix. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est ce que ça coûte par contribuable. Pas de ma poche. Non, mais c'est vrai que c'est ce que ça coûte. Tout le monde paye pour tout le monde. Mais Montessori, ça va jusqu'à 12 ans, c'est ça? Montessori va jusqu'à 18 ans. À 18 ans, d'accord. Ouais. Ça veut dire que vous suivez le programme. Comment ça se passe? Il y a le bac, il y a toutes les... Alors, en général, les enfants, quand ils sortent du primaire, après 12 ans, ils ont un examen pour rentrer dans l'éducation nationale. Voilà. Isabelle, est-ce que la méthode Montessori pourrait faire son apparition dans les établissements dits classiques? Elle l'a fait, en fait, parce vous avez une de vos consoeurs, Cécile Alvarez, qui a testé ça dans une école de maternelle de ZEP, donc de zone d'éducation prioritaire, pendant 3 ans. Et ça a fonctionné hyper bien. C'est-à-dire que les enfants à 4 ans, ils savaient déjà lire, ils avaient quasiment tous 1 an d'avance en sortant de là. L'éducation nationale, et Najat Vallaud-Belkacem, notre ministre de l'Éducation nationale, a dit c'est extraordinaire. Et n'a pas reconduit l'expérience. Pourquoi alors? Parce que c'est difficile de mettre en place elle explique ça très bien, Cécile Alvarez. C'est-à-dire qu'elle dit, en fait, il faudrait aujourd'hui que les réformes ne viennent pas d'en haut, comme d'habitude. Parce que vous savez, c'est quand même le secteur le plus réformé. On n'arrête pas de jeter l'opprobre sur nos professeurs. Ils en ont eu des réformes. Hein. Ouais. Et si vous voulez, il faut que ça vienne d'en bas. Et elle donne aujourd'hui des conférences un petit peu partout en France. À chaque fois, il y a 750 personnes dans ces conférences. C'est beaucoup de professeurs, beaucoup d'inspecteurs d'académie. Donc moi, je pense qu'il va y avoir un
renouveau par en bas parce que nos professeurs, ils ont envie que nos marmots s'en sortent. Il faut quand même arrêter de jeter l'opprobre sur cette profession parce qu'ils se battent, ils n'arrêtent pas, ils essayent de trouver des méthodes innovantes tout le temps. Donc voilà. Ils s'accrochent les enseignants. D'ailleurs, vous vous souvenez de l'enfer des verbes irréguliers en cours d'anglais. Eh bien, regardez la méthode choisie, tiens d'ailleurs Barbara, par un enseignant américain. Listen to the lesson that I teach, taught. Don't sleep, slept. I creep, crept. I sneak, snuck up. You leap, leapt. I keep, kept. Having fun, I'm never beat. I win one. Génial! Il est bon, il rappe. Il est génial. Est-ce que c'est ça peut-être le secret, Marilyn, de Montessori, c'est apprendre peut-être par le jeu, par quelque chose de ludique? On apprend par plaisir. Ouais. Voilà, c'est ça. À partir du moment où on fait les choses librement, parce que les enfants en classe choisissent librement leur travail. Donc, ils ont envie d'y aller. Et l'envie suscite l'envie, tout simplement. C'est du win-win, c'est pas du lose-lose, comme on a l'habitude de Ça veut le dire faire. quoi? Ils vont choisir, par exemple, un livre qu'ils ont envie de lire plutôt qu'un autre Alors, ça, la bibliothèque est ouverte. Les enfants font... C'est un peu... Parce que vous êtes tenu de suivre quand même... Vous avez des objectifs fixés par l'Éducation nationale que vous devez suivre en termes de... Alors, voilà. nous sommes hors contrat. Hors contrat, mais vous avez quand même des objectifs en termes d'acquis des connaissances chez les enfants. Exactement. Les objectifs didactisés de l'Éducation nationale sont évidemment transposés en classe. Par exemple, là, je vous ai amené, ça s'appelle le matériel du cube du binôme. On fait ça entre 3 et 6 ans et entre 6 et 12 ans. Alors, je vous le montre. Ça, c'est la formule de A plus B au carré. Très bien. 3 et 6 Forcément, ans. je n'ai pas du tout appris ça comme ça. Là, ça a l'air... Non, mais- Alors, expliquez-nous, parce qu'on a envie de savoir. Ici, c'est A plus B au cube. D'accord. Donc, on fait ça entre 3 et 6 ans. Entre 6 et 12 ans, on part... Donc, l'enfant va aller vers une abstraction de sa pensée, c'est-à-dire qu'il sera capable d'écrire la formule algébrique. Mais entre 3 et 6 ans, il va juste se rendre compte que s'il fait comme ça, Ça marche pas. ça ne rentre pas. Et donc, ça leur permet de visualiser les choses pour comprendre après des formules mathématiques. Exactement. On part du concret pour aller vers l'abstrait. D'accord. J'étais nul en maths. Et vous voyez, vous n'auriez pas été nul grâce à ça, Thomas. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas tout compris non plus. C'est un peu embêté. C'est un petit peu embêté quand même. Juste en un mot, Isabelle, en un mot. La question, c'était, est-ce qu'il faut tout changer pour redonner le plaisir? Alors là, à vous écouter, on a envie de dire oui, mais ça coûte cher. Et comment on fait surtout? Mais moi, je trouve qu'il y a de plus en plus d'expériences. Il y a des expériences en banlieue, ça s'appelle l'espérance banlieue, ça fonctionne. Il faut juste que la société civile se ressaisisse un peu de ces questions. L'école est finie, mesdames, messieurs. On écoute. C'était bien quand même, c'était bien. J'aurais bien aimé faire Montessori, je crois. Merci beaucoup Marilyn Mojan, merci d'avoir accepté notre invitation.